Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. En studio, puis pas en studio. Ah oui, en studio différé. Ben, différé en direct, mais pas différé, mais en direct. Quelque chose de même. Diarrhée en... Non, c'est pas... Eh non! Ça En va parlant pas de bien d'abord, c'est la diarrhée, diarrhée. Ouais, ce ce show-là show-là, tu vas dire? m'a donné la diarrhée. C'était Ouais. sûr. C'était pas si pire que ça, mais voilà. C'était pas si bon non plus. J'ai hâte de voir ta note, puis pour vrai, j'ai hâte de voir. OK. D'habitude, c'est moi le plus généreux des deux, hein. Fait que... Ça va être intéressant de voir tout ça. Ouais. De quoi intéressant? C'est ce qu'il y avait la semaine passée aussi au podcast, Marco. Et oui, l'historique du groupe redoutable qui était Nexus, évidemment, de leur début à NXT, des challenges qu'ils ont eu, de la formation du groupe, de l'impact qu'ils ont eu sur l'ère WWE, sur John Cena et tout ce que ça a amené par la suite. Nexus, de long et en large, bien intéressant de faire ce podcast-là. Ouais. Et évidemment, nos entrevues. On a tapé des entrevues. Évidemment, la première, Jean-François Kelly et Louis-Michel Lelièvre des Rois de la Reine. On a filmé ça en studio, tous ensemble. Donc, un beau 2 heures à partager des anecdotes de lutte et à rigoler tous ensemble. Donc, allez écouter ça. Ça vaut vraiment le détour, l'écoute, que ce soit sur YouTube, qui s'est très bien filmé, ou bien sinon en audio sur toutes nos plateformes. Évidemment, même chose, une autre entrevue avec un autre géant de la lutte au Québec, Kevin Raphaël, promoteur, animateur de Netflix WWE, évidemment sans restriction chrono, son bébé, nous parle de lutte, nous parle de ses projets, on nous parle de la lutte québécoise, on parle des Young Bucks, on s'astine. On s'astine pas tant que ça, mais on sentait qu'on n'avait pas la même opinion sur ça, mais je suis d'accord avec lui, mais je suis pas d'accord en même temps. Ouais. Parce que la fois qui est vraiment drôle aussi, c'est par rapport avec le podcast de Kevin Raphaël, c'est qu'au moment qu'on enregistre le podcast sur François Kelly, il sort dans 1 minute. Ouais, exactement. Ouais, c'est quand même drôle. Fait que c'est ça, fait que allez voir l'entrevue-là avec le Nexus, puis en fait Broken Brother, une couple de semaines aussi. Fait qu'allez voir ça partout, sur YouTube, Balado Québec, Apple Podcast et Spotify. Et oui, et moi je suis en direct de Sherbrooke, évidemment. Je suis à même pas 1 heure du domicile de Mitch Thompson. Fait que si jamais je pop dans l'écran de Mitch Thompson, ça se pourrait que. C'est ça. En fait, mieux que je parle, ce serait malade dans le style. Ce serait fou, hein? Ouais, ce serait pas mal fou. Fait que, c'est ça. Fait qu'on commence le rétro review. Current Bash 95, de la même façon qu'on fait les rétro reviews d'habitude. Marco, es-tu prête? Ah, ben oui. Ça serait le fun que celui-là, on le commence puis qu'on le finisse en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Ben, qu'on commence. Maintenant, tu dis, OK, ça c'était les matchs, voici notre note, bonsoir. Ah, dans ce sens-là, genre rapido presto, là, genre une vidéo YouTube de genre 1 minute et demie. Là. Ouais. Eh bien non! Le segment dans la vraie vie! Je vais devenir Marco. Que la culture populaire entoure l'élément aujourd'hui, qui est vraiment, évidemment, bien sûr, Grand Bash 95, qui était, pour te rafraîchir la mémoire, mon cher ami, le 18 juin 95. Donc, est-ce que tu peux me nommer son numéro 1 en Amérique du Nord? Là, pour vrai, là, ce jeu-là, là, surtout avant 98, là, je le sais pas. Tu sais, c'est tout le temps la même affaire, c'est tout le temps le même groupe. Toi, tu vas me dire que c'est qui, là, Monica puis l'autre, ça doit être eux autres encore? Non, c'est pas eux autres. Non, c'est plus tard, ça. C'est chart de mal. OK, on va y aller comme d'habitude, là, des indices. C'est un gars, c'est une fille? C'est un gars. C'est pas un groupe? Non, c'est pas un groupe, c'est un gars, un chanteur, puis il est canadien, pardon. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai pas le droit de me tromper? Bah non, je pense que tu peux te tromper. C'est correct. C'est sûr que je connais la tune ou... C'est une tune que tu connais, mais c'est pas genre « Oh shit, je vois que j'ai manqué ça. » Canadien. Je connais pas 95 Canadiens, pour vrai. Ben...
Ricky Martin est-tu canadien? Ben non. Non? C'est un chanteur canadien connu, là. Un des meilleurs, là. Bryan Adams? Ok, as-tu une chanson, quelque chose? Je connais juste Summer of... Une toune de film, je suis pas mal sûr. Bryan Adams. Ouais. Qu'est-ce qu'il chante? Ok, c'est une reprise, hein? Je sais pas si c'est une reprise, mais je pense que c'est un thème de film, je pense. Bryan Adams... Je pense que le film, c'est Don Juan de Marco. C'est pas toi, là. Je connais pas. Non, je vais dire... Summer of 65, je sais pas trop. C'est ça, Summer? C'est quoi le... 69. 69, ouais, c'est ça. C'est peut-être le prix là, donc on connaît pas. Peut-être qu'il a fait comme single à la maison de disque avant. Hey, pour vrai, j'ai oublié. Ouais, que j'ai oublié l'année de ça. Faut-tu vraiment que je sois perdu, pour vrai? C'est Have You Ever Really Loved a Woman? Bryan Adams, la tune de Don Juan de Marco. Une tune que tu connais, que tu as déjà entendue, mais que c'est ça. On va l'écouter après. Parfait. Chanson numéro 1 au Québec. C'est une femme. Bon. Adieu Francis Cabrel. Dans un certain sens, oui. Une femme en 95. Je connais juste Marie-Carmen puis Marjo. Fait que... on va dire Marie-Carmen. C'est Marie-Carmen pour vrai. C'est une autre chanson? Je savais pas que c'est qu'elle chante, Marie-Carmen. Ok, on va dire... Il est fatigué. On va dire Peau de vache de Marie-Carmen. Peau de vache? C'est pas une vraie toune, ça, Peau de vache? Hein? Eh non, c'est le blues de vous de Marie-Carmen. Pour vrai, c'est arrangé. Là. Je m'excuse, là. Ben, c'est vraiment ça pour vrai. Je sais que Fred, c'est un fan de la vraie vie, là. Mais Marie-Carmen puis Monica, d'être toujours là, ça n'a pas de sens. Mais là, c'est pas vrai, ceux qui sont toujours là. Marie-Carmen, peut-être. Marie-Carmen, pas... elle a au moins 13 fois qu'elle était dans le quiz, sûrement. Mais Chris était populaire, qu'est-ce que je te dis? Ça donne de même, là. Es-tu décédée, elle? Non, elle est encore vivante, me semble. Ok. On la voit sur le podcast. Film numéro 1 au box-office. Oui. C'est la fin de l'année. Marie-Carmen est sur le podcast. OK. Film numéro 1 au box-office. Ça, c'est un film que tu connais. Que tu as déjà écœuré du monde avec ce film-là. Puis, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pas une grosse indice. Écœuré du monde, je fais ça tous les jours. Hein. Ben, il y a quelqu'un en particulier qui t'a déjà écœuré souvent. Ah, ok, je sais quoi. Je te dis ça, tu vas trouver c'est quoi tout de suite. Fait que... C'est Batman, ça c'est sûr. Mais Batman Returns, c'est pas en 95. Fait que c'est Batman, mais non, attends. Le premier Batman est en 89. Le deuxième, Batman Returns est en 90 ou 11. C'est Batman avec Arnold, là? Pas sûr que oui, là, avec Alicia Silverstone. Ouais, ben, c'est Batman, je me souviens pas c'est quoi le titre, mais c'est celui-là. C'est Batman Forever. Forever, ouais. Mais c'est pas ça avec Carl Fredo. Ah non? Ah, c'est Batman Returns, toi, non? Ouais, le deuxième. Ok. Avec Michelle Pfeiffer, la femme chat, c'est ça? Oh, que oui, ça donne le goût d'écouter à soir, peut-être. Ah, il est bon, celui-là. Ça arrivera pas. Ok. On dit non, il est pas bon. C'est quoi tu parles? Ah oui, il est bon. C'est le meilleur. Ouais. Bref, jeu vidéo sorti alentour, ça je vais le dire parce que tu le trouveras pas. Fait que, on va le dire tout de suite. C'est Castlevania Dracula X sur le Super Nintendo. T'avais sur le bout de la langue. Ouais, il me semble. Ouais, quelle langue? On se pose qu'il y a la langue. Arc. Aïe, aïe. Je veux dire, dans le monde du sport, on va le dire, mais c'est ça. C'est quelque chose que tu pourrais savoir, je te presserais plus. Là. Tu parles de hockey? Ouais, c'est dans la Coupe Stanley.
Les à Red Wings. Meadowlands Arena au East Rutherford, New Jersey. Oui, mais non. Ils ont perdu oui, contre New Jersey. Ouais, c'est ça. Dans le sens, oui, eux autres, la Coupe Stanley, ils étaient en finale, mais ils ont pas gagné. Ils ont battu les Red Wings 5-2 pour un balayage à la série 4-0. Première participation des Devils à la finale de la Coupe Stanley. Et le Connie Smythe, tu te rappelles-tu qui l'a gagné? Je peux te donner un indice si tu veux. C'est un défenseur? Non. Ah, quand j'étais c'est, jeune, c'était un de mes joueurs préférés. Ouais, ben, je savais c'était qui. C'est Mogilny, non? Non? Non. Dernier guess. Ah, ok. Claude Lemieux, ouais. Ouais, Claude Pépé Ouais. Lemieux, que j'adorais quand j'étais kid. Ben oui. Pourquoi, Ben, je sais pas, mais je le trouvais hot. Ben, il Ben était oui. bon, mais je veux dire... Non, mais comme joueur préféré, je veux bien croire qu'il était bon. Là, Ah, mais, non. Non, mais c'est moi, ça. j'étais un fan des Devils puis la trappe. Là. Le monde n'aimait pas ça, mais Ouais. moi, j'aimais ça. Il était bon avec Colorado aussi, Claude Lemieux, après, je sais qu'il ramasse Draper. Là. C'est un guerrier. C'est un gars que tu as besoin en série, ça. Exactement. Et c'est le WCW Magazine du mois de juin 95, je ne l'ai pas mis, fait que je ne cherche pas pour rien. Ah. C'est le Stinger! J'ai pas trouvé de belle cover de ça, fait que je l'ai pas mis. Mais c'est Sting dessus. Sur le cover, Sting il fait genre un gros splash. C'est marqué Hogan, donne-moi un talon shot. Fait que, voilà. Doesn't work for me, Hogan, brother. donne-moi un shot. Ouais, give me a shot, Hogan, something like that. Donc, on a fait dans ce style-là. Xander, je veux un talon shot. Greg, je veux un talon shot. Là, je veux un talon shot. Ouais, tu peux le dire, c'est pas grave. Non. Oh, come on. Fait que c'est ça. Ce qui conclut dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Toujours aussi plat, ce jeu-là. Ça arrête d'en trouver une copo. C'est mieux que d'habitude. Ouais, tu vas donner des indices, là. Ouais. Et là, j'ai de quoi de rapido que je vais faire avant le podcast, mais c'est pas long. Déjà, c'est long. Là. C'est les forces en puissance. Dans le fond, c'est genre les champions qu'il y a en ce moment à la compagnie avant le pay-per-view qu'on fait. Et tu as ajouté ça parce qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent au pay-per-view? Ou... Non, j'ai dit pourquoi pas. On va faire ça va être le fun. On va faire ça. Fait que, champion de la WCW, World Heavyweight, c'est bien sûr Hulk Hogan. Ça va aux États-Unis. Il est vacant. On va voir le gagnant du nouveau champion ce soir. Sa deux télévisions, c'est Arn Anderson. Et les tag team titles sont détenus par les Nasty Boys. Et de l'autre côté, à la WWF, le champion du monde est Diesel. Champion intercontinental est Jeff Jarrett. Champion par équipe est Owen Hart et Yokozuna. Et la championne féminine est Alundra Blaze. Continuez, allez-y. Je vous écoute. Tu as dit que le champion intercontinental, c'était Jeff Jarrett. Oui, j'ai absolument dit ça, oui. Je me rappelle. Parce que c'est important, quand tu es champion intercontinental, surtout en 95, ça a un certain prestige. Fait faut être certain de le mentionner de la bonne façon. Fait comment s'appellerait Jeff Jarrett, champion intercontinental en 1995? C'est bien que tu me lances la balle parce que pour vrai, là, je me fais arrêter dans la rue pour me le faire demander souvent. Là. Comment on appelle Jeff Jarrett? Fait que je vais le faire au podcast, fait écoutez bien. Okay? On appelle Jeff Jarrett. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha! J'adore ce spot-là. On devrait, le podcast, ça devrait être juste ça. Puis tu sais, on parle de lancer du monde des noms dans les airs pour les signatures d'autographes et tout, là, mais Jeff Jarrett à GPW, on en fait la même, ça serait malade. En tout cas, ça, je dirais. Si on a ne serait-ce une poussière de chance de rencontrer du monde à AEW All Out, Jeff Jarrett, ça va être celui qu'on va chasser le plus. Ben ouais, en premier même, je te dirais. Oui, exact. Je suis d'accord. Ben oui. Côté masculin, en tout cas. Là. Le reste, on verra. American Bash 95 est le 5e pay-per-view de ce nom. Il y a eu, c'est le 9e au total parce qu'il avait arrêté en 92. Puis là, évidemment, ils ont fait la nouvelle édition pour cette année. Puis il y a eu le 18 juin 95 en direct du Ara Arena de Dayton dans l'Ohio. C'était le. Ara, comme H-A-R-A. Ah, je pensais que c'était Great American Bash WCW, mais Ara. Pareil comme Ara Fabien. Pareil. Ah, je pensais que c'était Ara WWE, mais Ara WCW. Non. Désolé de te dire ça. Numéro 1? Numéro 2? Numéro 1? Numéro 2? Ben là, je comprends pas. Il est numéro 1 ou numéro 2? C'est bon. Le pay-per-view a une cote d'achat de 100 000 foyers qui a commandé le pay-per-view à l'émission en télé à la carte, en payé pour voir. Va faire chaud. Et avant
Ouais, avant le spectacle, il y avait le show d'avant-bâche, le pre-show qui s'appelait Main Event. Et voici les résultats rapides. Harlem Heat, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, Qu'est-ce que tu ris? c'était dit sans foyer, j'ai dit, va faire chaud, ça m'a fait rire. Ben comique. Parlant de faire chaud. Harlem Heat, avec Sister Sherry, avait-tu les Fantastics de Bobby Fulton et de Tommy Rogers. Aucune parenté avec le cousin de Mathieu. Je savais que je le dire si t'en étais pas. Aïe, 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 aïe. Oh, wow. Le sergent Greg Pittman. Ah non, c'est vrai, les Fantastics étaient en remplacement des Rock'n'Roll Express qui ont fait un no-show. Okay, voilà. Le sergent Greg Pittman a vaincu Scott D'Amore. Oui, le Scott D'Amore. Puis un fun fact, c'est qu'ils ont marqué Chris Canyon quand ils l'ont présenté à la foule. À TV, ils ont marqué Chris Canyon. Pas pourquoi. Ah ouais, Scott D'Amore. Ouais, et ben, il était jobber. Il a fait ça à WWF aussi, me semble. C'est pas juste un manager de Team Canada quand il est arrivé. Team Canada! il était lutteur avant aussi. Là. En tout cas, arrête de rire. Ah ouais, ben ça me fait rire, c'est pas ma faute. Ouais. Mais j'ai vu cet homme. Attends avant d'arrêter de rire parce que le prochain, je vais nommer, il se fait rire, c'est sûr. Continue, vas-y. Oui, j'ai vu cet homme travailler dans l'arrière-scène, Scott D'Amore, puis c'est un plus pour n'importe quelle compagnie de lutte. Pour vrai, je sais que ça n'arrivera pas, là, mais AEW, côté production, s'il y avait Scott D'Amore, je pense que AEW serait en avant de WWE. C'est fort possible. Dans le prochain combat, le dernier du main event, Dirty Dick Slater et Bunkhouse Buck, avec Robert Parker dans leur coin, ont battu Frankie Lancaster et Barry Houston. Alors voilà pour main event. Puis il y a une couple d'affaires qui s'est passé aussi au main event qu'on va parler dans le show parce que ça inclut du monde qui sont dans le gala de ce soir. Le show commence avec une vidéo d'intro où les gros matchs de la soirée sont nommés avec une voix en narration. Et pétard et plan de foule s'ensuit. On a le croisant de la soirée qui sont Bobby Chevani, Tony Schiavone et Bobby the Brain Heenan qui nous souhaitent la bienvenue au show. Ils parlent du match entre Flair et Savage, mais aussi de la rivalité entre Vader et Hogan, même s'ils n'auront pas de combat ce soir. Ils nous envoient maintenant au match numéro 1. Flying Brian Pillman contre Das Wonderkind, Alex Wright, avec l'arbitre du match. Nul autre que Randy Anderson, la dernière en bas. Et Wright et Pillman changent des clés de poignet, de belles séquences où les deux hommes montrent leur agilité. Et la foule est du côté de Brian Pillman, malgré le fait que les deux sont des babyface pour le match. Et Pillman, par contre, était de la région et avait joué au football avec les Bengals de Saint-Statique dans l'Ohio, qui étaient proches de l'aréna qu'ils sont aujourd'hui. Fait que c'est normal qu'il y ait un peu plus de pop de la foule. Après ça, on a un ciseau de tête et saut chassé de Pillman sur une Fujiwara armbar. Et après, Alex Sensor, il lui rend l'appareil avec son propre head scissor et un dropkick. Il continue de surprendre Flying Brian avec sa rapidité avant que Pillman ait un enziguri et lui applique une soumission arc et flèche. Dans le fond, c'est où que le gars pogne l'opposant sur le ventre, le gars pogne les jambes puis la tête du gars, mais c'est juste dans les côtes, puis il tourne de bord pour que le gars soit genre pogné en genre de backbreaker, mettons. Là. Ouais, très beau. Belle prise. Wright contre-attaque avec une série de flash pins pour plusieurs comptes de 2 et Pillman se fâche et lui fait une patate direct sur le chest. Il s'attaque après ça au bras d'Alex. La foule a popé, hein? Ouais, parce que genre, oh, il est fâché. Brian s'attaque au bras d'Alex pour prendre l'avantage. Wright survit, il commence à échanger des coups, des manchettes européennes et Pillman est projeté au sol face première. Et Wright tente un splash, mais Pillman bloque avec ses genoux. Das Wonderkind est sur le tablier, il fait une souplexe à Pillman qui tombe en bas et Wright essaie de par-dessus la troisième corde avec un dive qui réussit sur Brian Pillman. Good stuff. Très bon début de match à ces deux lutteurs-là. Wright monte en haut et avec un magnifique chose chassée de type missile pour un compte de 2. Et Pillman tire ensuite Wright et l'amène à l'extérieur du ring. Et Pillman réussit à faire un topé suicida enflammé par la foule qui est de son bord. Et Pillman tente un plongeon de la corde du milieu, mais Wright l'esquive et Brian s'écrase sur la barricade de métal, mâchoire en premier. Et dans le ring, Pillman tente une superplex, mais Wright renverse avec une suplex frontale sur une croix de corde de la 3, 1, 2 et dégagement de Flying Brian. Pillman s'écroule au tapis sur une projection écossaise. Et Wright veut le faire, mais Pillman s'effondre une fois de plus.
Et Pillman, Wright tente de faire un autre crossbody, mais Pillman réussit à chasser pour 2 pendant que l'autre descend à droite corde puis a sauté pour faire un autre crossbody. Wright va finir avec une souplesse germaine. Il finit par l'avoir, mais pour un compte de 2 très serré. Et Pillman essaie un crucifix en coucher de soleil, mais Das Wonderkin s'assoit sur Bryan et lui tire les jambes. 1, 2 et 3. Grosse victoire pour le jeune Allemand. Et Flying Brian Pillman, la défaite pour débuter American Bash en force. J'avais oublié de le faire au début. Là, mais... Oui. Ah, la petite danse, oui, c'est vrai. Ben oui. Ouais. Après la décision, les deux se serrent la main et font l'accolade dans les esprits sportifs. Et on voit ensuite les effets saillants du combat en reprise vidéo. Fait que pour vrai, c'est un excellent opener pour commencer. Les deux gars avaient une bonne chimie ensemble. Puis pour vrai, là, en regardant des matchs comme ça de Pillman dans son prime, si on veut, là, c'est vraiment chiant ces accidents qu'il y a eu et ces problèmes de drogue parce que ce gars-là, il était écœurant dans la ring pour vrai. J'ai marqué ça dans mes notes. Premièrement, si tu veux un opener de show solide, prends des notes puis prends ce match-là en perspective parce que c'est excellent. C'est vraiment ce que la foule demandait. Puis Brian Pillman, je l'ai marqué, là. On fait souvent des shows de WCW, puis il est là, de temps en temps, il pop, puis tu sais, ça a l'air de rien, c'est des petits matchs ici et là qui ont une importance, pas une importance moindre, mais tu sais, il est sur la carte sans plus, là. Je vais dire comme toi, Brian Pillman était... Je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui parlent de bien en lui dans le ring, que j'étais comme, OK, me semble, ouais, mais j'ai pas vu grand, tu sais. Là, plus qu'on regarde en face... Si tu fais de WBF, c'est sûr que ça marchera pas, là. Non. Puis oui, c'est un talent exceptionnel, honnêtement. Je pense que il aurait pu être un des grands s'il n'y avait pas eu tout ce que tu as dit. Mais c'est tellement le fun de revisiter ces combats-là juste pour voir le talent que ce gars-là avait. Excellent début de Great American Bash. Puis heureusement que ce combat-là était là parce que ça va se gâter après. Comme qu'ils disent en anglais, it's all downhill from here. Oh yeah, bébé. Ah là là. Ben, ouais. Wright va continuer sa lancée dans les prochains mois avec, entre autres, une série de combats contre Eddie Guerrero et Dean Malenko aussi. Et pour Pillman, il va tourner en heel bientôt pour joindre Arn Anderson, éventuellement Ric Flair pour, dans les 4 cavaliers. Oh oui. Paquet vidéo sur les exploits de Diamond Dallas Page. La crasse. En compétition de tir au poignet la dernière semaine. Et lors de l'épisode du 18 février de WCW Pro, Dave Sullivan devait disputer un bras de fer contre Page, mais DDP a simulé une blessure au bras et a fait appel à son bodyguard Max Muscle pour le remplacer. Puis Max Muscle avait gagné. Et après que ce dernier a été distrait par la beauté de Diamond Doll, évidemment qui est Kimberly Page. Sur la stipulation d'avant-match, Sullivan a dû confier sa petite tirelire en cochon d'enfance à DDP, qui l'a tout de suite brisé à terre. C'est bully. Puis après ça, Diamond Doll s'est pris d'affection pour Sullivan lorsqu'elle lui a rendu visite à l'hôpital plus tard, alors qu'il se réveillait d'une attaque de Vader en mars. Et l'affection entre Sullivan et Doll a grandi au point de pousser DDP à défier Sullivan à un bras de fer pour ce soir American Bash. Oui, vas-y. On n'a pas donné notre note pour le premier match. T'as oublié? Ah, ben je vais finir ma description puis on va le dire après, OK? Parfait. Ça arrive. L'excitation. C'est ça le bon match de la carte, fait qu'on est excités, désolé. Non, mais de ta part, ça m'étonne. Habituellement, t'es le premier à sauter sur des lots. C'est ça. Bon, ouais, mais ça peut arriver comme n'importe quoi. Un petit oubli, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas grave, il n'y a rien là. Il n'y a rien là, mais tu l'as dit pareil. Bref, ouais, c'est ça. L'affection, que je dis ça, puis la stipulation est ajoutée ce soir au match que si Sullivan gagnait, il y aurait une date avec le Diamond Doll, mais s'il perdait et que DDP gagnait le bras de fer, il aurait Ralph, le petit lapin de compagnie de Sullivan. Puis, dans le fond, là-dedans, ce qui est frappant, là, c'est qu'il essaie vraiment de faire genre le classique Randy Savage avec Elizabeth puis George Animal Steel, là, dans le même style que ça. Là. La seule différence, c'est que Sullivan, il parle. C'est pas la seule différence. Là. Mais c'est puis même la façon que tu vois que Kimberly est habillée, c'est genre Elizabeth pareil dans le WWF, la belle petite robe flashy. Là. Puis DDP qui arrête pas de la bullier un peu. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça qu'ils font. Et pour revenir. C'est quoi ça, c'est en 95, mais Elizabeth puis Steele, c'est en 87, genre? 86, oui. 86, OK. Ouais.
Fait que, c'est similaire, puis je serais pas surpris que ça soit DDP qui ait pensé à ça, parce qu'évidemment, c'est un grand fan de Macho Man, vu que plus tard, il va lutter contre lui beaucoup. Là, c'est une inspiration pour lui. Fait que peut-être que c'est Page qui a dit j'ai une idée pour faire la storyline, on va pas faire ça de même. Ouais, pas mauvais. C'est quand même une couple d'années après, puis c'est pas dans la même promotion. Fait que... Ouais. Fait que voilà, et avant de commencer avec le prochain match, pour revenir en arrière, donnez combien au match Alex Wright contre Brian Pillman? 3,5. Ah, c'est pas pire. C'est un petit peu plus. Les 3 et 3 quarts sur 5. Parfait. Fait que pour vrai, J'ai hâte de voir les autres opener autres. pour commencer. J'ai hâte de voir ton main event. Ouais. Je fais-tu le punch tout de suite? Non. Attends, si Chris. Ouais, à fond. On va garder un peu de fun pour le reste. Là. Eh oui, voyons, si bol. on va front-loader le fun, puis après ça, on va regarder le plat pour la fin. Exact. Mais quelque chose qui est pas plat, par exemple, interview time avec Mijino Cullen! Il est de retour! Avec Dave Sullivan et lui-même. Il tient son lapin Ralph. Et Jim l'informe que si DDP gagne, il va pouvoir mettre Ralph dans un ragoût. Et Dave, horrifié, bouche les oreilles de son lapin. Et Jim demande alors si la poupée diamant est suffisante pour motiver Dave. Il répond que oui, disant que Ralph l'avait dit qu'il avait confiance en lui pour gagner le combat. Et Jim demande si Dave dédie ce match pour la fête des pères. Et il dit que oui. Il dit qu'il va gagner ça pour Papa Sullivan. Puis ensuite, Jim dit qu'il ne revient pas de l'enjeu du match. Mais Dave lui assure que le lapin dit qu'il était d'accord et qu'il a confiance en lui. Alors voici le match, entre parenthèses, numéro 2. Dave Sullivan avec Ralph contre Diamond Dallas Page avec Max Muscle et Diamond Doll dans son coin dans un bras de fer. Et le gagnant, enfin, si Sullivan gagne, il va avoir une date avec le Diamond Doll. Et s'il perd, il devra donner son petit lapin Ralph à Diamond Dallas Page. L'arbitre du match, Nick Effin Patrick. Puis on va le voir souvent à mon grand bonheur. Il y a juste 2 refs dans ce show-là, c'est fou. Là. En même temps, as-tu besoin d'autres refs quand t'as Nick Patrick? Un bon point, toi, là. Bon point. On ne te paye pas pour rien. Le thème de... Plus moi qui paye pour être là, mais bon, ça, c'est un autre... ouais, mais là, ce que t'es en ce moment, oui. En tout cas, bref. La tune thème de Sullivan est quelque chose de spécial. C'est une chanson sur l'album Hulk Hogan, Hulk Rules et le Wrestling Boot Band. En fond, c'est un copier-coller pratiquement de la tune thème d'Owen Hart. Puis c'est pas une coïncidence parce que les mêmes, évidemment, qui connaît Hulk Hogan dit que Jimmy Hart n'est pas bien loin. C'est Jimmy Hart et JJ Maguire qui ont produit cet album-là de Hulk Hogan. Fait qu'il il a fait le sample d'Owen Hart, mais il a mis des paroles par-dessus. C'est cette chanson-là qui va jouer après la Riba. Je ne sais pas si c'est un honneur ou whatever, mais en tout cas, c'est ce qui va jouer après. DDP dit à Evad d'éviter la honte et de s'enfuir immédiatement. DDP n'est pas content de la prise initiale et lance son cigare sur Evad. Et Max Muscle essaie de prendre dessus, mais Nick Patrick, très impartial, l'en empêche. Puis Kim finit par bousculer accidentellement Max contre DDP, ce qui lui coûte le combat. Et elle se retrouve coincée avec un rendez-vous avec Evad. Puis là, tu as des photos à mettre sur le YouTube. Oui. Elle fait la pause où elle a ses mains sur ce genre en état de choc, le fameux genre Home Alone, là, comme on voit sur YouTube. Ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est quand. Ouais, c'est correct. Là, c'est pas... Ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est qu'il y a l'autre photo que tu vas montrer, là, que quand il montre la reprise, c'est la photo de loin là, avec. Ouais. Tu vois-tu le caméraman? Ben oui. Il a la main dans les airs, genre regarde-moi. Fait que c'est pour ça qu'elle a fait la pause à la caméra, parce que le caméraman a dit regarde-moi, c'est le temps de faire ta pause. C'est ça drôle, voilà. on montrer la reprise. Ouais. Ben, elle ne regarde pas le caméraman, je ne sais pas si tu le vois là. Non, mais pas sur. Ouais, mais il fait un signe de main, tu vas le voir de côté pareil. Là. Il n'est pas à l'autre bout du monde non plus. Là. Il veut qu'elle mette sa main dans son visage. Là. Il veut qu'il fasse la pause parce qu'il filme elle à ce moment-là. Fait qu'il dit que c'est ton cue. Let's go. Mais, je veux dire, tu sais, je ne veux pas y lancer à la pierre, mais tu sais ouais. que tu as une affaire à faire, puis tu vois que le caméraman te filme. Ouais. Si tu vois que tu as une affaire à faire, puis le caméraman te filme, me semble, tu sais que c'est à faire. Là. C'est pas besoin d'un cue pour ça. Mais bon, en même temps, c'est correct, c'est de la télé. Là. Il voulait faire, il faisait peut-être pas confiance, peut-être, pour qu'elle l'oublie. Je sais pas. J'aime pas ça que tu dévoiles les sous le tapis. Ben là, ils l'ont montré à TV. Ils l'ont montré dans le replay. On t'épée. Je l'aurais pas dit sinon. S'il ne montre pas, je le dirais pas. Mais s'il le montre, ben tout bas, je vais le dire. OK, parfait.
Après la décision, Page et Muscle se font face comme si c'était pour se battre, mais ils finissent par se faire l'accolade. Après ça, ils blâment ensuite la Diamond Doll pour tout ça. Puis Page amène la Diamond Doll dans le coin pour l'engueuler, comme un vrai bully. Et après ça, reprise du finish en slow-mo. Et ensuite, on a une interview temps avec Mijolo Cullen sur la rampe avec DDP et son entourage, of course. Et Gene dit que DDP a perdu et que le Diamond Doll va sortir avec Dave. Diamond Dallas n'est pas d'accord. Il dit que c'était un coup de chance et il veut tout recommencer. Il veut un rematch. Puis il dit aussi à Kimberly qu'il va avoir une longue discussion backstage, mais qui arrive là. Puis Gene se tourne vers Max pour avoir son avis. Puis DDP lui demande s'il a gagné le combat. Max répond simplement absolument. Puis DDP traite Sullivan de perdant et s'en va tout fâché. Fait que le segment était heureusement assez court. Puis ça, pour ce que c'était, ça s'est bien passé. Fait que voilà. Ouais. Il n'y a pas de longueur, pas de botch. Puis c'est ça, correct. Je n'ai pas donné de note pour ça. C'est pas un match. Ben non, évidemment. Ouais. Page a fini la feud. Il va la gagner le mois suivant à Bash at the Beach dans un combat 1 contre 1. Ça, il va aller en rivalité avec les Renegade, tandis que Sullivan va être en rivalité contre nul autre que Big Bubba Rogers. Big Bossman. Exactement. Et Tony et Bobby ont parlé de ce qui vient de se passer. Il nous dit que Buff Bagwell est blessé et que le sergent Greg Pittman, qui a déjà lutté ce soir en main event, va avoir un autre combat. Au lieu d'être Marcus Bagwell qui va affronter, il va affronter Axa Jim Duggan à la place en remplacement. Puis, est-ce que tu veux savoir comment Bagwell s'est blessé? Attends, il me semble que je le sais. Il n'avait pas, il n'a pas tombé, genre... Non, c'est pas ça, hein? C'est plus tard, ça, je pense. OK, mais vas-y, je te laisse le faire d'abord. C'est un de ses implants de mollet avait rupturé, puis c'est devenu infecté. Fait que c'est pour ça qu'il a été blessé. Il y avait un implant dans le mollet? Des implants dans le mollet, oui. Puis il a pété, puis ça s'est infecté. Ben, tabarnak. Pire que ça, hein? Ouais. Ben, c'est ça. Parlant de pire que ça. Match numéro 3. Axa Jim Duggan contre le sergent Greg Pittman. Il n'y a pas de... Celui-là, il n'y en a pas. L'arbitre du match est Nick Effin Patrick. Puis pas... Comment je pourrais dire ça? Pour ceux qui ne connaissent pas Greg Pittman, c'est un gars qui a une gimmick militaire puis qui est un vrai ancien sergent des Marines, là, pour vrai. Là. Mm-hmm. Puis, il ressemble un peu à un mix entre D'Lo Brown et Monty Brown de TNA, genre. Oh, je suis Monty Brown. Pounce! Ouais. C'est un mix comme s'il avait mis les deux ensemble puis ça donnait le sergent Greg Pittman. Ben, si tu regardes D'Lo Brown à Star, il ressemble un peu plus à Monty Brown, mais je parle du niveau de grosseur. Ouais. Je l'aime, D'Lo. Ben oui, je sais. Ils s'engueulent et ne font que des coups de poing pour commencer. Et Duggan rate un hip toss. Et Pittman travaille le genou de Axa. Et ça dure plusieurs minutes. Une couple de minutes. Il plonge à travers les cordes pour atterrir au sol quand Duggan a poussé. Et Jim revient avec un slam et une corde à linge qui est son finish avec sa position en 3 points, comme au football. Et Pittman réussit à survivre à tout ça. Il fait un cross-arm breaker qu'il appelle le Code Red. Il ne lâche pas prise quand Duggan va aux cordes. Et c'est assez pour la disqualification. Et le gagnant du match, Axa Jim Duggan. Et après ça, il se relève avec ça, puis il chasse Pittman du ring avec son 2x4. Quelle perte de temps. Ça a duré 8 minutes, hein, quand même, ce match-là. C'est ça que je dis. Quelle perte de temps. C'est ça que je dis. Incroyable. Combien t'as donné pour le fun? 1,25 sur 5. Parfait. J'ai donné 0.5. Ouais, c'est correct. J'ai donné un écart parce que c'était pas bon, c'était pas nécessaire, mais c'était pas. Il n'y avait pas vraiment de botch, puis la lutte était correcte. Moi, j'ai donné 2.5 au 2x4 puis 2.5 à Nick Patrick. Pour le match, j'ai donné 0. 0.5. Ça fait 5, ça, 2.5 deux fois. Hein? 0,2.5, excuse. OK. 5-star match. Vous l'avez entendu ici, Marco, il a dit Duggan contre Pittman, c'est un 5-star match. Yes, on va enregistrer ce morceau-là. Ben ouais, ça, je te dis. Duggan va feuder avec Kamala et le donjon des damnés après ça. Et Pittman, il va être contre un nouveau venu qui s'appelle Cobra. Et leur storyline est que Cobra et Pittman étaient dans la guerre du Golfe ensemble et que Pittman l'a abandonné dans la forêt, dans la jungle et le reporté comme perdu. Puis Cobra est revenu pour se revenger. Puis si ça vous dit rien, Cobra, mais je vais vous dire qu'il était plus tard connu sous le nom de NW Sting.
Ouais, puis Cobra pour les gangs de rue, ben, c'est un des leaders. Ouais. Interview time avec Major Cullen et les Blue Bloods, Lord Steven Regal et Earl Robert Eaton. Et Regal refuse de laisser parler Eaton car il a en tête une promo épique faisant référence à Hitler et aussi à la Seconde Guerre mondiale. Il dit qu'il évoque la douleur et l'embarras que les Nasty Boys devront faire face ce soir. Puis Regal aborde également la violence omniprésente à la société américaine et parfois que des fois la violence, c'est la seule solution, le seul moyen d'attirer l'attention. Puis il dit que les Nasty Boys sont des champions. C'est seulement parce que toutes les autres équipes de la WWE sont inférieures. Donc, une bonne promo de William Regal. Ou Steven Regal. Footage plus tôt dans la soirée ce soir où Sherry a insulté le Stud Stable et le colonel Robert Parker veut un match contre Harlem Heat ce soir pour ses gars. Et c'est le début d'une histoire d'amour bizarre entre Sherry et Parker. Puis il l'embrasse même pendant son entrevue, alors que Sherry le frappe et il lui fait tomber sur le cul. Alors, voilà. Bref. Ça, c'est bientôt, mais c'est pas tout de suite. Match numéro 4. Bunkhouse Buck et Dirty Buck Slater avec Colin Robert Parker dans leur coin contre Harlem Heat avec Sister Sherry et l'arbitre du match, Randy Anderson. T'avais pas le thumbnail de celle-là, hein? Non. Le thumbnail revient pour le prochain match, je me trompe pas. On va dire ça tout de suite. Ben oui, il n'y en a pas d'autres après. Oui, en effet. Non, c'est après ça, tous les matchs après ça, il y en a un. Fait que, ben oui. moins, fait que voilà, on va revenir au match. Comme prévu, la bagarre éclate au début. Booker plaque Buck au sol. Booker et Seagrave se font le relais pour éliminer Bunkhouse Buck. Booker place un dropkick, mais Buck passe le flambeau à Slater. Slater trébuche Booker avec ses pieds, mais Booker s'en défait il enchaîne avec un hammerlock. Stevie et Slater s'en prennent un contre l'un et c'est Slater qui perd la bataille. Stevie enchaîne avec un reverse chinlock, relais à Booker et Slater entraîne Booker dans leur coin, dans le coin opposé, dans le coin de Stud Stable. Et Buck arrive et prend le contrôle tandis que Booker place un scoop slam après en réplique. Slater passe le relais et il frappe Stevie et le frappe encore et encore, déchaîné dans le coin. Il relais à Buck, mais il reçoit les doigts dans les yeux. Et Stevie fait une prise de tête et Slater lui donne un coup de pied, un coup depuis le tablier. Et Buck donne un coup de pied et Stevie s'écrase au sol pour un double down. Et après ça, Stevie est ensuite plaqué au sol avant que Booker fasse un saut chassé, un avant-bras volant à Dirty Dick Slater. Et après ça, Buck est pris dans un petit paquet. Et le colonel Robert Parker flippe la prise pendant que l'arbitre est distrait. Et pendant ce temps-là, après ça, quand l'arbitre est encore distrait avec Parker, ben c'est Sherry qui arrive à la demande de Booker T pour flipper le pin pour le petit paquet. Et c'est comme ça que le match se termine pour Harlem Heat qui remporte le match. À part la fin qui était cool, le reste, c'était ça. Ben, tu sais, en partant, c'est un combat heel contre heel. Ouais, c'est vrai. C'est le chemin dans mon... Ça aide pas. Fait que, tu sais, ça. Tes face contre face, ça va. Au moins, tu peux cheer pour les deux. Heel contre heel. Ben, puis, tu sais, je veux dire, Harlem Heat est des années-lumière en avant aussi. C'est pas quelqu'un que tu veux mettre contre Harlem Heat. Ça va pas donner quelque chose d'intéressant pour la foule présente. Fait que non, c'était pas vargeux comme tu dis. Moi, j'aime même Bunkhouse Buck, par exemple, je le trouve cool. Ouais, c'est correct, là, tu sais, je veux dire, mais. Ouais, bref, c'est ça. Le père de Jack Swagger, plus tard. Ouais. Ouais, ok. Match heel contre heel, pas mal dull, là, comme tu as dit, mais côté technique, il n'y a rien de mal au combat, fait que j'ai donné 2 sur 5. J'ai donné 1 3/4 sur 5. Fair enough. Avec cette victoire-là, Harlem Heat va devenir aspirant numéro 1 au titre par équipe. Ils vont gagner les ceintures la semaine plus tard. Et pour le clan de Parker, ils vont être impliqués avec son histoire avec la sœur Sherry. Et éventuellement, Parker va laisser Buck et Slater pour aller rejoindre Harlem Heat et Sherry en tant que promoteur. Et encore une fois, à main event plus tôt dans la soirée, le commissaire Nick Bockwinkel essaie d'annoncer quelque chose, mais Vader arrive pour dire qu'il en a marre de lui, Eric Bischoff et de tout le monde. Puis alors Hogan arrive pour le frapper avec une chaise et se battre. Et en passant, on a Sting, Duggan et Sullivan qui viennent séparer Hogan de Vader et l'amènent backstage. Après ça, on a Bockwinkel qui est avec Tony et Bobby. Ils discutent du match en revanche avec le titre en jeu. Bockwinkel dit qu'il n'est pas impressionné par Vader et qu'il devrait aller dans l'arène contre M. Hogan quand il va faire face c'est quoi le show qui s'en vient? Puis là, Tony, il dit Bash at the Beach, genre tout bas. Puis après ça, ce que j'adore, c'est que Giovanni regarde la caméra comme dans The Office, mettons, là, en disant Ouais.
cave. Cave. Mais Tony est bon pour même quand c'est un botch, passer ça pour genre du sarcasme ou genre. Tu sais, c'est une de ses forces, je trouve, à Giovanni. Ouais, c'est drôle parce qu'après ça, il fait ça, puis tu vois que Bobby est derrière Bob Ringo, fait qu'on le voit pas, mais je suis sûr que Bobby a fait de quoi, genre. Puis l'autre, Ouais, tu vois l'autre qui rit, là. Puis, je voulais te le dire, oui. mais c'est la première année de Bishop à télé, c'est 95, non? Je me trompe pas? Ou il est arrivé l'année avant? Il me semble que c'est 95, non? Ben non, en fait, genre en 92, il était là comme commentateur avec Giovanni, souvent. En 92? Ah ouais, ok. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Je pense qu'il a commencé peut-être début 91, peut-être. My bad! C'est correct. Fait que c'est ça, fait que bref, il dit que ça va être dans une cage, le combat Vader contre Hogan. Puis Giovanni et Nunn n'en reviennent pas. Et on s'en va backstage. Et le segment vaut la peine juste pour la réaction de Tony après le blanc de mémoire de Buckwinkle. Ouais. Oh, pendant de bonne entrevue. Interview time avec Mitchell Cullen et Nature Boy Ric Flair. Il parle du match revanche entre Vader et Hogan. Il parle de l'avantage de Vader dans ce combat-là. Il dit que Savage ne sera pas là pour voir le tout parce qu'il va mettre fin à sa carrière ce soir. Et Flair nous rappelle qu'il a pris sa femme en 92 et qu'il a pris son père à Slambury. Et Flair est tout excité et se considère comme le meilleur lutteur au monde. Il va l'emporter ce soir, nous promet-il. Évidemment, promo typique de Ric Flair. Match numéro 5. Le Renegade avec Jimmy Hart contre Arn Anderson pour le championnat de télévision de la WCW et l'arbitre du match, Nick F. Patrick. En mars 95, Hogan a commencé à vanter sa surprise ultime, clin d'œil, qu'il dévoilerait à Uncensored en mars pour combattre l'alliance de Vader et Ric Flair et Arn Anderson. La rumeur disait que cette surprise-là était pour être, sans aucun doute, vu que c'est la surprise ultime, Ultimate Warrior. Mais non, à la place, c'était le début de Renegade. Un lutteur qui dans le fond, c'est genre. Dire que Ultimate Warrior de Temu, ça serait une insulte pour Temu, là, parce qu'il y a du beau stock des fois. Là. Je dirais un gars qui se déguise en Warrior, qui connaît pas le Warrior, mais qui se déguise en lui à l'Halloween, mettons. Renegade a aidé Hogan et Savage dans leur rivalité avec Flair, Vader et Anderson. Puis Renegade a ensuite défié Anderson lui-même pour le championnat des États-Unis télévision lors du American Bash, un match qui a été officialisé et qui va être maintenant. Donc, Anderson saute sur Renegade dès le début avec des coups de droite et des coups de gauche aux côtes. Renegade projette Anderson vers le coin opposé et il suit avec une close line. Ce double A réussit une corde à linge lui-même dans le coin, mais Renegade met Anderson au sol avec deux autres lines et une troisième pour envoyer Arn à l'extérieur du ring. Renegade va le rejoindre, mais Anderson fuit son adversaire parce qu'il a la chienne. Anderson veut la victoire par disqualification au corner extérieur, mais sans succès. Anderson tente un hip toss, mais Renegade le repousse. Headlock par Renegade et Arn repousse Renegade et l'applique l'étirement abdominal. Et Renegade renverse la prise et Anderson pousse Renegade dans le coin. Un coup d'épaule du champion dans l'abdomen du Challenger. Le Renegade lance ensuite Anderson dans le coin, mais Anderson revient avec un coup de coude, aussitôt qu'il mange le bum dans le coin. Et les deux renversent des prises du sommeil, mais ça finit avec Double A qui fait une suplex arrière sur Renegade. Après ça, Anderson utilise la corde pour étrangler Renegade et s'échappe d'un chinlock de Arn, mais ça fait attraper par le fameux Spinebuster du champion de télévision pour un near fall très serré. Un Spinebuster sublime, comme d'habitude. Renegade réussit une goutte atomique, mais les deux hommes se cognent la tête sur le rebond. Renegade place Anderson sur la troisième corde et lui fait une échappée Samoan. Et après ça, il grimpe au top. Il fait un big splash de la 3. Et on a un nouveau champion, un gagnant du combat. Et le gagnant, il nous champion de télévision, Renegade. En tout cas, ton résumé était beaucoup plus intéressant que le match a pu livrer. Beaucoup plus pépé aussi. Hein? Barouette, que j'étais comme on a-tu. J'ai-tu checké le bon match, moi? J'ai checké au vite, je pense. Ouais, ça doit être ça, là. Ouais. Le Renegade célèbre avec des feux d'artifice et pose avec la ceinture dans le coin. Puis il fait un geste vers quelqu'un dans la foule. Puis la caméra fait un panoramique pour nous montrer. Ben, ils n'ont pas dit c'était qui, ils n'ont pas dit non, mais c'est le Big Show, le Giant, avant qu'il fasse ses débuts. Puis il a un gros manteau de cuir, là. Il était écœurant. Puis il reste là pendant que Tony et Bobby s'émerveillent devant de sa taille. Puis comme j'ai dit, ils n'ont pas présenté à la télévision, ils n'ont pas dit non, ils ont juste montré comme qu'il y a un gars dans la foule qui regarde le clan d'Hogan croche, mais ils disent pas c'est qui. Puis Jimmy s'approche trop près de lui. Puis il fait juste le Giant essaie juste de le pogner, puis l'autre il peut se sauver.
Fait que voilà, des débuts, pas des débuts parce qu'il faisait une couple de semaines qu'il était là, mais on rapproche du début de Giant à la télévision de la WWE. Pauvre Arn Anderson. Ouais. Vas-y avec ton appréciation avant. Ben, tu sais, je veux dire, c'est Arn fucking Anderson, là. De se battre contre une joke comme ça, Renegade, qui passe pour l'Ultimate Warrior un peu. Ça, c'est des affaires de gaga. Tu sais, ça, c'est des affaires des fois, là. Asti, je trouve pas ça drôle, pour vrai, là. En tout cas. Puis, surtout pas un gars comme Arn Anderson. Je trouve que donner un match contre un gars de même à la télévision, Arn Anderson, bon, personne s'en souvient de ça, puis thank God, à part ceux qui vont regarder le podcast qui vont faire comme, bon, shit, ça existe, ça? Ben oui, ça existe. Fait que, non, je trouve que ça n'avait pas sa place. Ça n'aurait pas dû être sur le... Tu sais, ça, c'est un pre-show match, at best, dark match, là. Ouais. Désolé pour Arn, moi, j'ai donné 1,5 à ce match-là. Renegade est clairement pas prêt pour ça. Il est mal trop green, là, puis c'est pas le bon personnage non plus pour ça. Là. Mais grâce au talent d'Anderson, il a fait qui c'était OK-ish, mettons. Là. Il a fait pas des. C'est pas un miracle worker non plus, Anderson. Là. Il est bon, là, mais non. Il peut pas faire tout non plus. Fait que j'ai donné à ce match-là la même note que toi, 1,5 sur 5. Des grosses notes à date pour le show. Ouais, ça va pas bien. Le Renegade va défendre sa ceinture le mois prochain à Bash at the Beach contre Monsieur Merveilleux Paul Orndorff. Il va finir par perdre la ceinture à Fall Brawl en septembre contre Diamond Dallas Page, la crasse. La crasse. Anderson, il va avoir un allié en Brian Pillman contre Ric Flair et Sting. Mais ça va être de courte durée quand Ric Flair va se tourner contre Sting. Surprise. Ouais. Recap vidéo sur le prochain match entre les Blue Bloods et les Nasty Boys. À l'épisode de main event du 20... Ouais, en fin de quoi de pas pire. À l'épisode du main event du 21 mai, en pre-show de Slamboree, les Blue Bloods ont attaqué les Nasty Boys en coulisses et sur la rampe aussi. Plus tard dans la soirée, les Nasty Boys ont battu Harlot Mead pour remporter les championnats par équipe. Et les Blue Bloods sont présentés dans l'allée pour confronter les Nasty Boys. Et lors du Saturday Night du 27 mai, les Nasty Boys ont exprimé leur désir d'affronter les Blue Bloods pour les titres. Et le 3 juin, encore une fois à Saturday Night, un match en deux équipes a été officialisé pour ce soir. On a interview time avec Mijano Cullen et Nasty Boys ensuite. Et Nobs dit que tout le monde veut les straps, mais ils n'ont pas peur. Il rappelle aussi que les Blue Bloods, que c'est la grande fête américaine, pas la grande fête européenne. Et Sags prétend que les fans scanderont Nasty pour les encourager. Puis il ne laissera personne d'Angleterre prendre ce qu'ils veulent. Et Gene répète son patriotisme alors que Nobs l'interrompt et dédie le match à son papa. Et finalement, Nobs traite les Blue Bloods de geeks. Et les Nasty Boys s'en vont pour leur match. Match numéro 5. Les Nasty Boys contre les Blue Bloods. Pour le championnat par équipe de la WCW. Comme arbitre du match, Randy Anderson. On commence avec une mêlée générale et Sag attaque Regal avec sa veste tandis que Ethan et Nobs se battent sur la rampe. Et Regal a l'air horrifié quand Sags le frappe contre la barricade et le poteau du ring. Et Sags et Nobs continuent de s'en prendre à leurs adversaires. Double coup de bélier pour Ethan et un beatdown dans le coin pour Regal. Backbody drop et Regal est envoyé en dessous du bras de Jerry Sags, le fameux pit stop. Et comme on t'a montré il y a quelques secondes, un sell job facial légendaire de Regal qui est incroyable. Il est écœurant. C'est qui est hot. Ça n'a aucun... C'est un des plus gros cerveaux du monde de la lutte aussi. Là. Puis, tu sais, on parle beaucoup d'R-Truth comme un des meilleurs comiques, là, mais Santino, mais Regal, il est dans ce groupe-là aussi. Ouais, c'est parce que Regal a toujours été plus reconnu pour sa lutte, tandis que les autres, non, mais Regal a amené un aspect comique, même quand il était sérieux à l'époque de la WCW, justement. Là, fait que... pour vrai, il est précieux. Ouais. Ethan reçoit le même sort que son acolyte. Les sangs bleus sont projetés dans tous les sens par Nobs avec de grosses cordes à linge et d'autres coups avant que Nobs ne rate un crossbody et atterrisse à l'extérieur du ring. Ça va être un bon meme, ça aussi. Ouais, vraiment. La face que tu fais quand... Steven est maintenant légal. Il utilise ses avant-bras pour frapper Brian. Alors, revient pas, mais Kimberly. Ethan se lance du tablier tandis que Sags arrive et frappe Regal. Et Sags envoie Ethan au sol après un slam. Et Regal, derrière le dos de l'arbitre, arrive et lance Sags au sol. Et Sags est projeté contre le tablier. Et Sags est laissé sur là et subit un coup de genou de Ethan. Et Earl Robert est maintenant légal et applique la prise du chameau. La foule et Sags s'animent pour Nobs.
Et après ça, Regal rate un senton par contre, et c'est Knobbs qui peut faire la tag. Ou Sags qui peut faire la tag à Knobbs, pardon. Et Knobbs frappe Regal, et Eaton fait le save. Knobbs et Regal se cognent la tête, et voilà Stevie Ray et Sherry qui arrivent. Et pendant ce temps-là, on a Booker T. Ouais. Et pendant ce temps-là, on a Booker T qui arrive et qui fait son Harlem Hangover, sa flipping leg drop de la 3. Mais quand, après ça, puis tu vois, quand il s'en va pour sortir en bas du ring. Puis, ben, il n'a pas fait grand-chose. Aussitôt qu'il a fait ça, il a fait « Oh non, j'ai un spot à faire. » Fait qu'il a remonté puis il a fait son spot que je vais parler là. Ouais. C'est une fraction de seconde. C'est pas aussi flagrant que Kimberly avec la main tantôt du caméraman. Là. Fait que, on peut le pardonner. Fait qu'Eaton est sur le top rope. Fait que Booker T veut sortir du ring, mais il saute par-dessus à la troisième corde. Fait que ça fait shaker la corde. Puis Eaton tombe, on va dire ça, les balles en premier sur la corde. Et tout après ça, il reçoit une descente du coude de sac de la deuxième corde. Et Knobbs met sa main sur Eaton pour conserver les titres par équipe. Fait que c'est ça. Fait que, ben, on a parlé beaucoup de Regal qui était écœurant. Puis c'est pas le paiement de la carte by a long shot. Mais c'est un combat correct sans plus qui n'a jamais vraiment été au niveau supérieur. Fait que j'ai donné à ce match-là 2,5 sur 5. Ah, c'est drôle que tu dises ça parce que il y a quand même eu un bon storytelling dans le match. Là, le côté histoire était là. Un bon fight. Je ne m'attendais pas nécessairement à quelque chose de nécessairement plus. Ouais, nécessairement plus. Peut-être qu'on aurait parlé une coche de plus, mais bon. Ça restait dans les limites. Puis j'ai donné la même chose, 2,5 moi aussi sur 5 à ce combat-là. Fait qu'on était pas mal dans le même range pour ça. Ouais. Comme j'ai dit, c'est loin d'être le pire match de la carte, mais c'est pas parce que c'est loin le pire match de la carte qu'automatiquement c'est super bon. Puis l'affaire aussi, c'est que quand même, c'est du monde intéressant à regarder. Les Nasty Boys sont toujours le fun, puis Regal aussi. Fait que. Peyton, c'est un assez bon lutteur aussi. Là. Ouais. Il y a ses fleurs à bois aussi. Ouais. Les trois équipes vont se retrouver le mois prochain pour un combat triangle au Bash at the Beach. Et c'est Harlem Heat qui va remporter le match et conserver les ceintures. Fait que voilà. Après ça, on a un récap du tournoi du championnat des États-Unis qui est vacant depuis au mois de mars, quand Vader a été enlevé du titre après avoir attaqué tout le monde puis avoir été suspendu puis enlevé du titre. Puis il a fait un gros tournoi. Et Sting a battu Arn Anderson, Paul Orndorff et Ming pour avoir sa place en finale contre le gagnant de Ric Flair et Macho Man. Mais ce match-là fait en no contest. Et pour cette raison-là, ben, vu que les Flair et Macho étaient disqualifiés, ils ont juste ramené Ming dans le tournoi. Parce que c'est ceux qui s'est rendu le plus loin après Hogan, puis Flair, puis Sting. C'est pour ça qu'il y a un match ce soir pour la ceinture vacante. Puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est que Sting l'avait éliminé du tournoi. Fait que c'est quand même pas bizarre, mais c'est quand même weird que le gars qui a battu, il faut qu'il le repogne encore. Là. Quand même nice comme tournoi. Là, le match-up dedans aussi, c'est un bon tournoi. Pas piqué des verres. Là. C'est arrivé une fois aussi, cette affaire-là, pas pour une finale de tournoi, là, mais qu'un gagnant un gars qui est perdu en première ronde d'un tournoi, il est revenu dans le tournoi puis il a gagné le tournoi après. Tu sais qui? WWF, ça, non? Celui-là, tu devrais le trouver, c'est pas trop dur. Là. Ce gars-là avait perdu un match de qualification, puis ils l'ont mis dans le première ronde pareil à cause d'une blessure de quelqu'un, puis il a fini par gagner le tournoi après. C'est un gros nom, là. Ouais. Je suis pas sûr que c'est lui, mais. Ah, merde. C'est pas des années 90, hein? 2000 à peu près, hein? 90. Ah, j'hésite entre deux. Peut-être même pas ceux-là, mais que je voyais. Ah, merde. C'est-tu lui? Je vais dire One Heart. Mais c'est Brett, hein? Ah! Pourquoi je pense quand il avait gagné en 97, il avait perdu son combat de première ronde contre Ahmed Johnson, je pense. Puis après ça, il y a eu une blessure d'un gars en deuxième ronde. Je pense que c'était peut-être Vader, peut-être. Ça se peut, là. Puis c'est lui qui avait pris sa place, puis il avait fini par gagner le tournoi après. J'étais sûr que c'était un Hart. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Bref. Mais t'es arrivé de quoi avec Brett à un moment donné? Là? En tout cas, bref. Ça se peut. Ben, il s'était fait mal en 93. C'est pas mal ça. Là. Puis il avait affronté Bigelow qui avait eu le bail en finale. Là. Ouais, c'est peut-être pour ça que je me suis mélangé. Ouais.
Avec Luger Tatanka qui avait un no contest. Puis, meilleure rivalité du monde. Pas dans ce temps-là. Ming avait battu Marcus Bagwell et Fran Bryan avant de plier les chines contre Stinger dans le tournoi. Fait que c'est correct. Une seconde chance pour l'homme qu'on appelle Ming. Interview time avec Gino Cullen. Ming et le colonel Robert Parker, of course. Et Cullen dit que Parker a une longue nuit chaude. Et Parker est d'accord et affirme qu'il n'a pas traversé le Mason-Dixon pour se rendre en Ohio pour gain et repartir bredouille. Puis garantit que Sting va perdre contre Ming. Et Parker dit à Sting d'aller chercher son médecin, ses amis chiropraticiens après le combat. Et Jane évoque les antécédents de Sting en matière de championnat, ce qui agace Ming. Et Parker dit que Ming va mettre Sting au tapis. Puis Jane demande si la chaleur aura des conséquences sur Ming. Et Parker dit que ça affecter davantage Sting et dit que Ming connaît 9 types d'arts martiaux. Après ça, Ming le montre en donnant des coups de pied, des air coups de pied devant la caméra. C'est comme ça que se termine l'entrevue. Et après l'intervention de Shivani et Heenan et un commercial sur Bash at the Beach qui s'en vient le mois prochain, on a un autre interview time Major Cullen et la réplique de Sting. Et Jane mentionne les commentaires de Parker et Sting dit qu'il a aussi fait un long voyage autant que lui. Il parle de ses années à la WCW à payer ses dus. Il énumère tous les titres qu'il a remportés. Il demande aussi à Parker et Ming s'ils savent à quoi s'attendre. Ils l'ignorent, mais ils le couriront bientôt, dit le Stinger. Match numéro 7. Ming avec le colonel Robert Parker dans son coin contre Sting dans la finale du tournoi pour le titre États-Unis vacant. Et l'arbitre du match, Nick Effin Patrick. Ming utilise ses arts martiaux pour repousser Sting dans le coin et les deux lutteurs se retrouvent nez à nez et Ming lui donne un coup à la gorge. Et Ming charge Sting droite et gauche et coup de boule. Et le Stinger est au tapis et Ming le torture avec des coups au corps et un étranglement dans le coin. Il y a un dropkick de Sting sur Ming, ne le met pas à terre. Et après ça, Ming martèle Sting de coups de pied et de coups dans les côtes. Et des chops de Ming dans le coin gardent Sting à la merci du protégé de Parker. Et après un saut chassé, Sting fait un autre dropkick sur l'homme qu'on appelle Ming, mais il rate un crossbody et se retrouve sur le tablier du ring. Et un peu plus tard, Ming lui fait une bombe puissante assis pour un compte de 2, un très beau near fall. En tout cas, le colonel, il connaît par cœur son Ming. Hein? Ouais, Robert, ouais. Hey, les crottés, c'est Robert. Ming lance Sting au sol et le parlant de Parker, il donne quelques coups de pied à Sting avant qu'il retourne dans le ring. Après ça, une tentative de sunset flip de Sting, mais Ming le contre-attaque avec un puissant coup d'arts martiaux à la gorge. Et après ça, une tentative de backslide, mais Ming est trop fort. Puis Sting utilise son intelligence et il va dans le coin pour faire un flip, tomber sur ses pieds. Puis quelque chose que j'ai trouvé vraiment fucking cool puis ironique un peu, c'est que, je sais pas si t'as remarqué, après avoir tombé sur ses pieds, il va dans l'autre coin, il court, il monte sa deuxième corde, puis il fait un genre de coffin drop. Voyons donc, c'est malade, voir qu'il fait ça. Ouais, mais je l'avais déjà vu faire ça. Puis si je me trompe pas, là. Mais j'ai flashé là comme quoi qu'il fait. C'est coffin drop, c'est fucké. Si je me trompe pas, c'était-tu dans Revenge ou dans WCW Nitro, tu pouvais le faire, mais je suis pas sûr. Là. Ça se peut. Mais j'ai l'impression, mais ouais, c'est fou quand tu penses à aujourd'hui de. Ouais. C'est malade. Penses-tu que c'est relié? Tu penses que Darby Allin a déjà vu Sting faire ça puis il a déjà faire ça moi aussi? Ou tu penses que c'est juste un drôle d'addon, mettons? Non, je pense que c'est un. Ben, je dis ça, je connais pas Darby. Je pense que c'est un addon parce que je pense que Darby, lui, c'est plus le fait de se sacrifier, là, de se piquer le même. Ouais. Tandis que Ming, c'était peut-être plus pour le cool move du moment. Mais qui sait, peut-être. On lui demandera un jour si on le voit. Peut-être. Ming se relève en premier, même malgré tout ça. Et il va d'un coup de tête de la deuxième corde du milieu pour un compte de 2. Et Sting porte des lines et Ming en veut plus. Corde à linge volante de Sting, celui de son Facebuster, marque de commerce, c'est celui avec une main. Là. Mm-hmm. Goutte atomique inversée. Et Sting sort Ming et lui-même du ring avec une corde à linge. Et Sting le frappe le colonel et Ming rate un splash et se cogne la tête contre le poteau du ring. Au moins, il n'y a pas fait le fameux spot où genre, mettons, Sting est sur le poteau, l'autre fait une chop puis Sting se tasse. Ton spot préféré. Je suis plus capable ce spot-là, même ça a aucun sens. Ça, puis le nziguri dans le coin où le gars s'en vient, le gars il fait juste un nziguri, là, puis c'est que ça me gosse, ça. Comme Del Rio, genre, là? Un kick, là. Ils sont tous sur le bord du ring puis ils font tous des kicks, là. OK. Sur les prunes, là, le gars s'en vient là, avec sa tête puis il fait un kick de côté, là.
OK, ouais. Chose que tu veux Ça dire. me gosse aussi. Scorpion Deathlock, au milieu du ring. Sting survivra-t-il? Ming prend de la puissance. Il repousse Sting avec ses pieds. Puis, évidemment, le Stinger en revient pas. Il est sous le choc. Ouais, première fois que quelqu'un renversait sa prise. Ouais. Après ça, chop block par Sting qui grimpe sur la 3e corde. Il plonge avec une close line suivi d'un splash pour un 2 serré. Et après ça, Sting court dans les cordes et fait un DDT en sautant pour couvrir pour couvrir Ming, pardon, et il est battu. Votre nouveau champion des États-Unis, Sting! It's Sting! Bon match. Oh, ça a coupé, mais bon match, oui. Bon match, oui. Même si c'est une coupe de petites longueurs, ce qui est correct, là. Mais pas assez. Les longueurs n'étaient pas assez pour rendre ça plate au moins. Fait que j'étais dans ce match-là. Ben, veux-tu dire quoi, c'est ton match avant? Ben, je t'ai pas. J'ai entendu la moitié de ce que tu as dit, mais je voyais que tu as basé que ta note. Continue sur ta lancée. Ben, j'ai dit un bon match, même s'il y a une coupe de longueur, mais les longueurs n'ont pas fait que le match était plate à cause de ça. Ah. Ça j'ai dit. Ben, je sais pas, c'est parce qu'on l'a rencontré récemment que j'avais sûrement que ça allait aider. Tu sais, j'ai toujours aimé, mais on dirait qu'il y a de plus. Ouais, un petit quelque chose de plus. Fait que j'étais comme plus attentif au match. Puis c'est Sting. Là. Je veux dire, puis Surfer Sting dans ce temps-là aussi. C'était vraiment cool. J'ai l'impression que ça aurait pu être encore meilleur. Ouais. Mais dis ta note. Je suis pas mal sûr qu'on est proche. Là. J'ai donné à ce match-là 2 3/4. OK, j'ai donné 3. Fait que OK. C'est proche. Mais oui, c'était cool. Comme match-up, c'était cool. C'est un match-up qu'on n'a pas vu souvent. Puis comme je t'ai dit, le fait de l'avoir côtoyé puis de voir ce match-là, c'est quelque chose. Ça va faire drôle, mais qu'on fasse d'autres shows plus tard puis qu'il va être là. On va toujours penser à ça. Là, fait que c'est cool pour ça. Tu sais, le meme de DiCaprio dans le film, là, où il fait juste pointer l'écran avec sa bière dans les mains, puis hey, je le connais. Pas Brooklyn, mais. C'est pas le loup de Wall Street, c'est pas ça? Le loup de Wall Street, ouais. Ouais, ok. Fait que ça fait tant passer. Quand je vois quelqu'un que je connais, je pense tout le temps à ce meme-là tout le temps. Sting va perdre le titre en novembre au Japon contre Kensuke Sasaki. Il va avoir un autre partenaire dans le Stud Stable, un autre poulain du clan qui s'appelle Kurosawa, un japonais. Et là, on voit un recap du conflit entre Ric Flair et Macho Man Randy Savage. Et Randy et Flair ont leurs problèmes suite à l'attaque de Savage par Flair, qui était déguisé en femme dans ce show-là. Lors de son match contre Avalanche à Uncensored en mars. Et à l'époque, Flair était inactif après avoir perdu un match de retraite contre Hulk Hogan à Halloween Havoc en octobre précédent. Un show qu'on a reviewé il y a une couple d'années sur le podcast. Et cela a amené Flair à réintégrer comme leader actif et un match par équipe entre Hogan et Savage contre Flair et Vader en mai à Slumberry. Et Hogan et Savage ont remporté le combat, mais Savage a été attaqué par ses adversaires et Arn Anderson lors d'une bagarre après-match. Et Angelo Poffo, le père de Savage, a alors été attaqué par Flair alors qu'il s'est fait son siège pour aider son fils. Évidemment, c'est ce qui a fait capoter Macho Man encore plus. Puis évidemment, ils étaient dans le tournoi les deux. Pour le championnat des États-Unis vacant, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Puis les deux ont remporté leur match de premier tour. Savage a battu le Butcher, qui est évidemment Butcher's Beefcake. Et Flair a vaincu le Patriote. Ça, le match, pareil. Ric Flair contre le Patriote, c'est weird. Je te parle. Ouais, assez. Là, je t'ai perdu un bout de temps. Là. Je t'ai perdu un bout de temps. Là. Ben, j'ai entendu que Savage a battu le Butcher, qui était Bruce Beefcake en première ronde. Et que Flair a vaincu le Patriote. Ouais. Quand même weird comme match. Et dans son match-up de deuxième ronde, Savage a battu Stunning Steve Austin. C'est fou pareil. Hein? Encore de finale. Tandis que Flair a affronté. T'es parti, t'es revenu. Allô? Tu peux continuer? Ok, parfait. Flair a affronté Alex Wright. Puis il a gagné par disqualification après que Savage a sorti Wright du ring pour faire disqualifier. Pour que Ric Flair gagne par disqualification. Puis après ça, évidemment, il a continué à se battre avec Flair. Puis un match en simple a été prévu entre Flair et Savage pour Great American Bash. Alors, ils s'affronteraient lors de l'émission de Saturday Night le 3 juin pour définir lequel des deux accéderait à la finale du tournoi aux États-Unis pour la ceinture vacante. Cependant, avant le début du match,
Randy est allé en coulisses et a attaqué Flair dans une bagarre massive qui a finalement été interrompue par la sécurité de l'UTW. Et le match n'a pas eu lieu. Et les deux hommes ont été éliminés du tournoi et on est pris après ça pour une interview time avec Major Cullen et Randy Savage. Il commence par féliciter le Renegade et Sting pour leur victoire. Il dit que la WWE est en feu, mais ce n'est rien comparé à son feu intérieur. Il affirme aussi que l'inspiration le motive. Ensuite, il parle de la fête des pères. Randy dit que ça se passe sur un monde particulier appelé Terre. Il souhaite une bonne fête des pères à son père, où qu'il soit. Et après ça, Randy promet ensuite de vaincre Flair car il est trop chaud pour être manipulé et trop froid pour être tenu. Du Macho Man à son meilleur. Exact. Sale phrase. Ouais. Match numéro 8. Ric Flair contre Macho Man Randy Savage. Avec l'arbitre du match, Randy Anderson. Et comme surprise, le père de Randy, Angelo, est là pour supporter son fils contre celui qui l'a attaqué il y a quelques semaines. Puis il y a une chaise à côté pour lui, à côté du ring, pour qu'il puisse regarder le combat. Et bien sûr, Savage est très sérieux face à Flair au début. Flair le chope, mais Savage donne un coup de coude. Un surpassement par Savage, tué d'une close line par Randy. Et Flair est envoyé en bas par une autre line et Savage cherche à s'envoler et c'est ce qu'il fait avec une manche double H. Slick Rick réussit à envoyer Savage dans le poteau du ring pour répliquer. Et Flair se met au travail avec un snapmare suivi d'une descente du genou. Et on voit ensuite Angelo donner des conseils à son fiston. Savage étrangle Flair dans le coin et travaille les côtes et le visage de son adversaire. Et Flair, comme à son habitude, implore pitié. Et Savage le frappe et continue d'étrangler Nature Boy. Flair se tient le visage au sol. Savage passe un double axe dans le dos et envoie Flair dans l'arrêt de protection en bas du ring. Et Flair réussit à reprendre le contrôle, grimpe en haut, mais Savage l'attrape et fait son fameux slam du coin. Spot classique de Ric Flair en heel. Et Flair s'en va au cadre pour éviter un marteau pilon. Mais un Irish Whip envoie Flair dans le coin où le Nature Boy flip cul par-dessus tête pour en aller en bas du ring. Un autre de ses spots préférés. Et après ça, Flair attaque Papa Pofo. Et Savage sauve son père, mais le joueur le plus sale dans la partie lui frappe le genou. Et après ça, Ric Flair a fait un brise tibia sur la barricade de métal, un beau spot. Et sentant le danger, Savage se débat tant bien que mal, mais ça ne fonctionne pas. Et Flair lui porte son Figure 4 Leg Lock dans le milieu du ring. Et l'homme macho finit par renverser la prise et aller à la troisième corde à la corde du bas pour le bris. Et puis Flair doit lâcher. Et après ça, Ric Flair rate un elbow drop depuis la troisième corde, quelque chose qui n'était pas souvent. Et Flair, il va démis sur Randy dans le coin, mais Savage il frappe Flair. Et après ça, Flair flippe sur le bord du ring, sur le tablier, et la corde à linge de Savage a fait tomber en bas. Scoop slam de Savage qui va au top. Il suit ça avec son diving elbow de la troisième corde. 1, 2. Macho Man relève le Nature Boy. Il n'en a pas fini encore avec lui, dit-il. Épais. Savage va chercher. Ouais, il est fâché. Il va pas straight quand il est fâché. Ouais. Savage va chercher une cloche, mais la bête Randy Anderson finit par lui retirer. Et Randy Savage monte sur la troisième corde pendant que Flair se dirige en bas vers la barricade. Mais c'est un piège de Slick Rick. Et Savage, quand il saute avec son double axe handle, ben Flair se tasse, puis Savage s'écrase sur la barricade, mâchoire première. Beau move de Flair, très intelligent de sa part. Oui, dirtiest player in the game, pas pour rien. Là. Ouais. Et Angelo Poffo attaque Flair avec sa canne. Et Ric Flair met KO Papa Savage. Et Randy frappe Flair et check les autres tentatives de son père pendant que Flair embarque dans le ring. Sauf que le petit rusé de Ric Flair a pris la canne du père de Macho Man. Et quand Macho Man arrive, Slick Rick fait un coup de circuit à la Aaron Judge en pleine face de Randy. Et après ça, quand l'arbitre rentre dans le ring, Ric Flair couvre Macho Man. Et le Nature Boy remporte le match. 1, 2 et 3. Tu as mis une petite référence de baseball pour montrer que tu es dans un pool de baseball. Là. Ben non, il a fait un coup de circuit parce que c'est ça qu'il a fait. Il se fait vraiment placer comme s'il jouait au baseball. Là. Je sais. Ben, c'est un ancien joueur de baseball, Macho Man. Oui, absolument. Mais c'est pas Macho Man qui l'a frappé, là, c'est Ric Flair. Oui, mais je veux dire, Macho Man, il a sûrement eu son mot à dire là-dedans. Il a dit fais comme moi dans le temps. Il était avec Rick backstage, puis il était en arrière de lui en train de se montrer comment soigner. Parce que Rick s'est soigné, mais pas pour les mêmes affaires. Bref, après le combat, Flair célèbre sa victoire pendant qu'Angelo et Randy s'en vont ensemble.
Et après l'intervention de Tony et Bobby, plus tard, qui nous parlent du match qu'on vient de voir et aussi de Bash at the Beach qui s'en vient, et on a le générique du show, ce qui termine Great American Bash, édition de 195. Oh oui, monsieur. Puis ça n'a pas été facile, de niveau compréhension de toi dans mes écouteurs, mais c'est pas grave. Si ça a bien été, ça a bien été. C'est un match, bonne chimie, évidemment, de Flair et Savage. Toujours intéressant de voir ces deux personnages plus grands que nature s'affronter. Peu importe dans quelle fédération, peu importe le contexte, même si le combat serait le match le plus plate au monde, quand ces deux gars-là sont dans le ring, vous êtes chanceux si vous avez vu un combat Ric Flair en live avec Randy Savage ou juste d'avoir vu ces deux gars-là en live dans leur prime. Je pense que. Puis, ça a sauvé un peu le show. Là. Le premier match puis le main event ont vraiment aidé grandement au show. Le match Sting contre Ming n'était pas mauvais non plus. Ouais. Fait que, presque un shish sandwich. Presque. Presque. Fait que ça a été intéressant. Ouais. Fait que. Bon main event dans l'ensemble. Puis encore meilleur main event quand tu penses que ce que tu suis aussi dans le show. Ouais. Un très bon main event, mais rien de trop fou là, pour ces deux-là. Ils ont toujours une belle chimie ensemble, absolument, mais ce combat-là en est la preuve, mais c'était pas leur meilleur match contre. Non. Puis j'ai donné à ce match-là 3 et 3 quarts sur 5. OK. J'ai eu peur avec ce que tu disais juste avant. Je me disais, oui, il s'en va avec ça. Mais j'ai exactement la même note. J'ai la même note. La même note. Fait que, ouais. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, OK, il va lui donner 2,5, 3. Non. Ouais, mais c'était bon pareil. C'était très bon. C'est juste que c'était pas le même match qu'ils ont fait ensemble, c'est tout. Le meilleur match, c'était WrestleMania. Ouais, évidemment. Ouais. Flair et Savage vont s'affronter le mois suivant dans un combat de sauveteur, un lifeguard match, qui est dans le fond un lumberjack match, là, parce qu'il était à Bash at the Beach, fait que faire le concept. Que le match va remporter pour terminer leur guerre, du moins pour le moment, parce que on and off, ils ont fait ça souvent. Alors voilà, avant de terminer le podcast et de mettre ça dans le rétroviseur, il faut dire le match of the night et tout le tralala. Fait que match of the night, j'ai la même note pour match of the night, j'ai la même note aux deux. Il faut que j'en prenne un des deux. Fait que je vais donner le match of the night à Wright contre Pillman. OK. Moi, je vais le donner à Savage contre Ric Flair. Ouais. J'aurais pu, mais j'ai dit... mais oui, je comprends. Ils ont la même note, mais j'ai plus aimé le premier combat. J'ai plus aimé le premier combat, mais l'ensemble, je le donne au dernier combat. Match pour in-ring. In-ring, je le donne au premier, mais l'ensemble du match, tout ce qui enveloppe, j'ai pas le choix de le mettre. Pour expliquer un peu plus pourquoi je mets un en avant de l'autre, c'est que je trouve que Pillman Wright est plus proche d'un 4 que Savage contre Ric Flair. 100%. Je suis d'accord, mais... C'est pour ça que je mets ce match en premier. Je vais déterminer, puis... Juste pour faire différent aussi, puis... Mais ouais, je serais pas gêné de mettre l'autre avant. Mais tu sais, c'est pratiquement un B, là, fait que... Fatigant. Et le pay-match, j'ai donné ça à Duggan contre Pittman. Duggan est dans le show, tu donnes tout de suite le pay-match. Voyons, ça me semble c'est évident. Commence-nous pour la note du show. Oh boy. Ça n'a pas été facile. J'essaie aussi de regarder ça avec ce que j'ai donné aux autres shows en général. Il y a une coupe quand même... Qu'est-ce que tu as donné aux autres? Quand je m'en souviens pas, puis qu'il faut vraiment que ça soit proche, là, des fois, je vais aller voir. Là. Mais j'ai donné à ce show-là, à Great American Bash 95, 5.5. 5,5, 5.5 sur 10. J'ai la même note que toi, fait que voilà. Ah, pour vrai? Wow! 5.5 aussi. Incroyable! C'est fou! Incroyable! Birdie! On connaît ça. Parfait! OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. 5.5, puis si vous êtes curieux ou si vous voulez avoir un match de ce show-là, whatever, le WWE Vault, WCW Vault, ils ont uploadé le show au complet sur YouTube. Si maintenant je suis pas curieux. Si t'es pas curieux, je te dirais, va voir les deux, le premier match puis le dernier match. OK, parfait. Mais comme je t'ai dit en message texte hors d'onde, une affaire qui a beaucoup aidé aussi dans le show, même si c'était pas super, c'est les commentateurs. Là, Tony et Bobby sont bons ensemble. Ouais. Puis, je sais pas si Bobby,
s'emmerdait dans le show, mais il s'est gâté. Ah ouais, ben c'est sûr. Il faisait plus ça vers la fin. Le WCW, il était encore dans le temps qu'il carait pour la compagnie dans ce temps-là. Imagine. Ben, il était bon, là. Il était pas mauvais. Là. Non, mais c'est correct. Là. Dans le fond, ouais. C'était pas un mauvais take, là. C'était juste ça. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Ce qui conclut le pay-per-view Great American Bash 95. Il est dans le rétroviseur à cette heure. Oh, il est en arrière. Ah ouais, Naïe. Ah ouais, là, ah ouais, GM Bud. J'ai faim, man. J'ai pas mangé encore. Ben, on a fini, là. Fait que, semaine prochaine, ben, pas semaine prochaine, la semaine passée, on a fait ça, Marco. Et oui, Nexus, un groupe qui a mis ses marques sur la WWE dès le début. Évidemment, avec son attaque sur le roster, John Cena, un des premiers groupes à faire un impact aussi direct pour la compagnie. C'était bien intéressant de revisiter tout ça. Et aussi notre entrevue avec Jean-François Kelly et Louis-Michel Lelièvre des Rois de l'Arène en côte à côte, en direct, en studio. Donc, ce qui est très différent de notre formule habituellement. Donc, c'est cool. Et aussi Kevin Raphaël, commentateur Netflix de la WWE, évidemment, promoteur pour Sans Restriction Chrono, et plein d'autres chapeaux qu'il porte fièrement. Donc, en entrevue pour la première fois au podcast. C'est d'autres choses à dire? Non, la biographie de Ron Simmons, ça c'est la semaine prochaine au podcast, évidemment. Puis, vous savez, là, on est en arrêt de live pour l'été. Donc, la lutte moderne, on en parle un peu moins. On pop-up de temps en temps quand il y a un événement. Donc, ça va se faire. Mais sinon, c'est ça. On est très tranquille. Le SummerSlam qui s'en vient bientôt, donc on va faire sûrement un petit live pour ça. Là, fait que restez à l'affût. Ouais, dans 3 semaines. Ouais. 2 semaines. Fait que, ouais. Fait que voilà, c'est ce qui conclut le podcast. Ça va être là tout le monde. Merci Marco. Merci TJ. Ça fait plaisir. Donc, manquez-nous pas dans les réseaux sociaux partout. On poste souvent en plus. Fait que un petit like, un petit subscribe, hein, ça amuse personne. Bref, quelque chose que j'aime personne non plus, c'est ce que je dis à la fin du podcast. C'est un message très important que je veux que vous écoutez attentivement. Vas-y, ouais. Ça va. On y va!